Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais et on se trouve aujourd'hui avec Marie de Coniout. Est-ce qu'on dit comme ça? Alors on prononce pas le T. Merde. Ok. Marie de Coniout. Ouais, Marie C'est de ça. Coniout. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais et aujourd'hui on se retrouve avec Marie de Coniout. On va parler de sa vie, on va parler de Circle, son entreprise. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts et Deezer. Et c'est parti pour le podcast. Bonjour Marie, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Bonjour. On va commencer le podcast déjà par nous expliquer où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'était français ça? Pas du tout. Où sommes-nous? Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ah oui, avec plaisir. Parce qu'on est dans un lieu qui est vraiment cher à mon cœur et surtout qui porte tout le projet derrière notre entreprise Circle. Ici, vous êtes sur le site de l'Abbé Rosier. Donc l'Abbé Rosier, c'est un abbé, mais aussi un botaniste, et qui a créé finalement la première école, les premiers cours d'agriculture dans notre région, et avec cette mission en fait de reconnecter aussi tout le monde au vivant, de remettre les mains dans la terre, et puis surtout de pouvoir en fait manger ce qu'on cultive, tout simplement de retourner au bon sens. Et ce site-là, il y a plusieurs acteurs qui s'y trouvent. Va y avoir Eden, qui est une association d'insertion autour du compostage, Terrestris, qui fait également du lombricompostage, il y a 2 maraîchers, et puis il y a nous. Il y a Circle, et là vous êtes dans la ferme lombricole et la serre horticole de Circle, où on élève nos vers de terre, où on fait grandir nos plants avant de les envoyer dans les boîtes aux lettres à nos clients, et où surtout on fait beaucoup de pédagogie, puisque les enfants, les familles, les collaborateurs des entreprises peuvent venir sur ce site pour découvrir et apprendre que composter et jardiner en ville, ça peut devenir un jeu d'enfant. Donc là, c'était une abbaye avant, c'est ça? Ou j'ai rien compris? Non, c'est juste l'Abbé Rosier qui avait structuré. Là, il y a plus d'une dizaine d'hectares en fait sur ce site. On est quand même à 5 minutes de Lyon, hein. On est à Écully. Et lorsqu'on parle de nature en ville, en fait, là, il suffit juste de passer le tunnel et vous vous retrouvez en pleine nature. D'ailleurs, on va les entendre pendant le podcast, je m'en excuse. C'est pas grave. Mais comme on a pas mal de biodéchets qui sont juste à côté, on a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Et c'est ça ce qui est formidable. Nous, notre mission, c'est de remettre du vert dans nos villes, un peu comme toi. Et en fait, il suffit de pousser la porte et on se retrouve dans un lieu enchanteur. Moi, dès que j'arrive ici, on voit au loin en fait les immeubles. Et quand mes enfants aussi viennent sur ce lieu, je me dis c'est trop cool en fait. Je comprends pourquoi je fais tout ça aujourd'hui. C'est clair, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous parler de Circle, de ce que c'est comme entreprise? Ouais. Circle, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. Donc on est content déjà parce que les petites entreprises qui grandissent comme des jeunes pousses, c'est fragile et on arrive aujourd'hui à une certaine stabilité, mais ça répond pas à ta question. Circle, c'est un cercle vertueux. C'est une communauté, c'est une grande famille qui a pour mission de reconnecter les villes au vivant. Pour ce faire, on utilise en fait 2 choses. On utilise l'apprentissage du compostage et l'apprentissage du jardinage en milieu urbain. Et on a réconcilié les 2 en développant une gamme innovante de potagers composteurs que n'importe quel citadin de 5 à 99 ans peut mettre sur son balcon, sur sa terrasse, dans son appartement, pour valoriser ses biodéchets qui représentent aujourd'hui 30% de nos poubelles. Et l'impact environnemental, peut-être qu'on en parlera, mais il est colossal. Et en fait, transformer ces biodéchets en une ressource précieuse, du terreau fertile pour faire pousser nos plantes. Parce que dans les villes, on est sur du béton, et cultiver sur du béton, c'est compliqué. Le terreau, il s'appauvrit en nutriments, et nous, grâce à notre système, en fait, le terreau va être en permanence enrichi, et donc votre pot de basilic, tout va bien se passer, ça va pousser. Donc c'est quel genre de produit que tu vends? Parce que de ce que j'ai vu, c'est des structures en terre cuite, là on en a un peu autour de nous. Ouais. C'est ça le premier produit que tu as voulu vendre? En fait, comment elle est arrivée cette idée déjà, si tu... L'origine de Circle, elle est assez simple en fait. Comme un Français sur 2, pendant le confinement, je me suis mis à jardiner, à remettre les mains dans la terre avec mes enfants.
pour deux raisons. Parce que c'était un moment qui était compliqué pour tout le monde. Et en fait, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je trouve que la nature, elle est belle, c'est merveilleux, ça apaise. On parle d'ailleurs de jardinothérapie. Parce que c'est des moments en famille qu'on a tendance à oublier, surtout dans nos vies à 1000 à l'heure d'entrepreneurs, citadins, etc. Surtout dans les villes, quoi. Et surtout dans les Ouais. villes. Voilà, ça m'a redonné un second souffle. Et sauf que ça, je l'ai fait dans le jardin de mon grand-père qui avait un une formidable maison à Tassin-la-Demi-Lune. D'ailleurs, je me suis bien fait engueuler parce que moi, j'ai restructuré tout le jardin et il m'a dit ah, « Qu'est-ce que tu fais ? Tu touches à tout !» Ça, c'est vrai que chez les anciens, il vaut mieux éviter trop toucher à tout un petit peu de temps en temps, quoi. Mais bon. Ah ouais, il voulait que ça reste 100% nature. Bref, et moi, j'avais essayé de faire un jardin à l'anglaise, tu vois, en fait. Ah, ok. Donc, non. Parce que lui, il était plus jardin très carré où il n'y avait pas grand-chose ou toi, tu voulais plus remettre plein de plantes et faire quelque chose d'un peu volumineux, je sais pas. Je sais pas, je pense que j'ai eu besoin à ce moment-là de structurer. De structurer du vivant, ce qui aujourd'hui, avec le recul, est une aberration. Ouais. Et en fait, non, dans son jardin, il y avait tout. Il y avait des figuiers, il y avait des pommiers, il y avait des cerisiers, des aromates partout, des variétés de plantes, en veux-tu, en voilà. Il avait même créé une mare. Et le matin, quand je me réveillais pendant le confinement, je voyais les canards qui arrivaient sur la mare, il y avait les biches au fond. D'ailleurs, c'est une maison qu'aujourd'hui on a revendue, mais qui était un couloir de biodiversité, donc qui est dans le PLU, qui n'était pas constructible. Et tout ça pour dire que je suis dans ce jardin extraordinaire, avec un sol très fertile, parce que justement, il laissait les feuilles d'année en année. Enfin, il laissait la nature se faire toute seule. Il n'essayait pas de la maîtriser, je pense. Et je retourne dans mon petit appartement à Lyon, avec un balcon de 6 mètres carrés. Et j'ai très envie de continuer à cultiver avec mes enfants. Sauf que là, je me mets à cultiver dans des pots. Et en fait, ça marche pas. Je comprends pas. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'avais mes tomates, mes courgettes, etc. Et là, ça fonctionne pas. Et donc, je pars. Alors, quand je sais pas quelque chose, je pars à la rencontre de ceux qui savent. Et donc, je pars interviewer beaucoup de spécialistes en jardinage et en agriculture urbaine, plus spécifiquement. Donc, je vais rencontrer des gens qui m'ont vraiment marqué, comme Mathieu Harard de Ma Ville Verte, comme Samuel Richer de l'association Eden. Et puis, je rencontre cet ingénieur agronome, Charles, qui avait développé ce premier concept, qui existait d'ailleurs déjà aux États-Unis, de potager composteur. On pourra peut-être les voir tout à l'heure, les premiers. Ah bah non, regarde, ils sont juste là. Les premiers, ils sont en plastique, ils sont faits à la main, et au cœur de ces potagers composteurs, il avait intégré une colonne dédiée à la collecte des biodéchets, et les vers de terre, moi je t'expliquerai, mais se baladaient, fertilisaient le sol et ça poussait mieux. Et là, je dis, mais c'est exactement ce qu'il me faut, parce que moi, en fait, mon problème, ce que j'avais pas compris, c'est pourquoi ça poussait pas, c'est que je cultivais dans des pots, sur du béton, et que dans des pots, le terreau s'appauvrit en nutriments, que j'achetais des plants au supermarché d'en bas, sauf que le plant de basilic que tu achètes au supermarché, il est passé par des circuits réfrigérants qui sont pas du tout adaptés aux vivants. Que je foutais des engrais toute la journée, enfin je faisais n'importe quoi, on va se le dire. Après, je suis pas là pour m'auto-flageller, parce que je crois que... Je testais, quoi. Je testais. Ouais. Et là, il me présente en fait son projet, et je dis c'est exactement ce qu'il me faut. Sauf que lui, il le faisait sur des énormes bacs en plastique. Et je lui dis, on va revoir ce modèle-là, et on va déjà l'adapter à l'habitat urbain, donc il faut qu'il soit plus petit. Donc ça, c'est les deuxièmes prototypes en réalité. Donc ça doit tenir sur un petit balcon. Ça doit être en hauteur pour que n'importe qui, en fait, même des personnes âgées, la notion d'accessibilité pour moi était très importante. Le jardin, ça parle à tout le monde. Et puis c'est un vrai lien entre les générations. Nos grands-parents jardinaient. Enfin voilà, ils adorent partager leur expérience et leurs connaissances. Et il fallait que les personnes aussi à mobilité réduite puissent utiliser, que les enfants ils puissent voir. Donc voilà, tout était pensé pour que ce soit accessible. Et surtout, il fallait que ce soit beau. Parce que
Moi, je suis convaincue qu'on a beaucoup plus envie de changer ses habitudes par des beaux objets dans notre quotidien que par une énième poubelle en plastique dans son salon. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc tu mets un peu, tu penses que l'esthétique c'est quelque chose donc de super important dans ta vie en général, ou tu vas vers le beau en premier avant le fonctionnel, ou est-ce que les deux s'accordent ensemble? C'est la définition du design, non? Ouais, c'est la définition du design peut-être. Ouais. Ouais. Mais non, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours été guidée par mes émotions et que, alors, on peut parler philo sur la notion du beau, Bah ouais, carrément. mais Kant, il dit que le beau, il est connu universellement sans concept. Et c'est vrai que quand tu es devant un arc-en-ciel, enfin, qui va te dire qu'un arc-en-ciel, c'est moche? C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, je crois que le beau est quelque chose qui réconcilie, qu'on est dans une société où tout n'est pas simple aujourd'hui. Il y a beaucoup de différences, de singularités, et que c'est quelque chose qui réconcilie les êtres vivants. Et donc, je trouve ça formidable. Après, la beauté, pour moi, c'est la première étape. Si quelque chose est beau mais n'est pas fonctionnel, n'a pas d'utilité, on va appeler ça de l'art. Et c'est formidable aussi, hein. Le problème, c'est que je suis vraiment une piètre peintre, une piètre sculpteur. Enfin bon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que je savais faire. Et je laisse aux autres leur domaine de compétences. Mais donc oui, moi je crois dans une écologie joyeuse. Je crois qu'aujourd'hui, on est en permanence en train de nous culpabiliser. Et, et en fait, si on a envie de faire bouger les choses, ça doit passer par le beau, par l'utile. Dans cette notion d'utilité, j'entends l'utilité à la fois pour la planète, mais aussi utile pour nous dans nos quotidiens, etc. Et cette notion d'efficacité, il faut que ça fonctionne, et de simplicité. Donc Circle repose sur je ne sais pas si on peut dire 3 jambes, en tout cas ces 3 piliers, le beau, le simple et l'utile. Parfait. On va refaire un petit peu ta vie, je pense. On va revenir un peu en arrière. C'est quoi ton premier souvenir de nature quand tu étais jeune? Là, c'est immédiat. C'est quand je prépare les haricots avec ma grand-mère. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment, c'est marrant parce que j'ai une équipe que de filles. Et l'autre jour, on cherchait des photos et il y a une photo de moi toute nue dans le jardin au milieu des hortensias en Normandie. Déjà en train de sentir les plantes, et ça c'était le jardin de ma grand-mère en Normandie justement, et j'ai ce souvenir là, c'était un moment formidable où le temps s'arrêtait, on se posait à l'aimant, on n'avait pas besoin de parler, et puis surtout après elle les cuisinait. Et ça c'est le bonheur, parce que finalement on cultive pour cuisiner, et je suis très gourmande, et voilà. C'était les haricots du jardin C'était les haricots du jardin. Plus, ouais. Donc tu les équeutais avec elle, et Ouais. ensuite on les... Trop cool. C'est beau les haricots, parce que quand on les voit grimper là comme ça, c'est clair. Et t'étais quel genre de petite fille à l'école, ou est-ce que t'étais un peu tout feu tout flamme, ou plutôt réservée, ou comment tu te définirais quand t'étais enfant? Bonne question. La petite Marie, on m'appelait comme ça. La petite Marie? La petite Marie. Je pense sincèrement surtout que j'étais tout le temps souriante. C'est vraiment... je sais pas, j'avais sourire aux lèvres en permanence, et à côté de ça, j'avais ce côté assez charmeur de la petite fille. Et donc j'aimais bien les robes et tout, mais j'étais quand même hyper garçon manqué. J'ai 3 frères, enfin on est 6 enfants, mais moi je suis entourée par 3 garçons qui n'ont pas toujours été tendres avec moi. T'es la première? La troisième. La troisième? La troisième. Ok. Et non, et je voulais faire comme eux. Ouais. Donc eux, ils étaient tous hyper sportifs, donc j'étais hyper sportive. Je courais, je me souviens, en CE2, je faisais déjà des courses à pied, là, mais avec des plus grands de mon âge. Des crosses. Des crosses, voilà, exactement. Très couru. J'ai détesté ça. Ah, moi, j'adorais ça. Okay. Et ouais, beaucoup dans... J'aimais bien le challenge. La compétition un petit peu.
Ou, Plutôt pour moi-même Ouais. que c'était pas forcément par rapport aux autres. C'était j'aime me mettre des objectifs, j'aime les atteindre et j'aime les dépasser. Et mais c'est vrai qu'il y avait quand même le regard de mes frères que je voulais un peu épater. Ouais. Donc ouais, je me suis mis au skateboard. Ah ouais? J'étais nulle. Genre, t'as pas continué? Non, Ah, non, non, non. ok, tant pis. Mais C'est bien quand même, hein. ouais, ouais, mais encore une fois, il faut savoir s'arrêter là où on n'est pas forcément. Ouais, c'est vrai. Donc, on peut pas tout faire. Non, on peut pas tout faire. Donc, dans la vie, je crois, on peut faire plein de choses, mais je crois qu'il y a des instants où il faut choisir des missions, des objectifs à atteindre et tout faire pour y parvenir. Et donc voilà, dans le sport, c'est comme ça. Après, j'étais une petite fille très curieuse aussi, donc je faisais de la musique, mais j'ai jamais été une pianiste émérite. Non, et puis surtout, j'aimais les copains, quoi. Enfin, ouais, j'avais que des amis mecs d'ailleurs. Ok. Voilà. Et tu savais ce que tu voulais faire quand tu serais plus adulte? T'avais une idée du métier que tu voulais faire? Alors, au tout démarrage, oui, je voulais être danseuse étoile. Mais pareil, j'étais pas très forte, donc j'ai arrêté. Et non, très rapidement, j'ai voulu être journaliste. J'adorais aller à la rencontre des gens, découvrir leur vie. Enfin là, c'est moi qui suis en train de parler aujourd'hui, mais j'ai envie de te dire que je préférerais largement être dans la situation inverse et j'espère que ça se passera d'ailleurs. Tu peux me poser des questions, il n'y a aucun problème, hein. Franchement, ouais, c'est une discussion, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ah bah ouais, parce que je suis assez admirative de ton parcours. Toi et moi, on a changé de vie quand même. Ouais. Ouais, bah carrément. On va d'abord commencer par toi, parce que honneur aux femmes. Mais donc, t'as fait un bac, j'imagine, Ouais. bac général. Bac ES. ES. Ouais. Pareil. Est-ce que t'es allé dans quel genre d'études après alors? Ensuite, à l'époque, je savais pas trop ce que je voudrais faire et j'étais plutôt, pour le coup, j'ai toujours été une bonne élève. Ok. Donc, mais toujours, voilà, c'est vraiment cette notion, je pense. Ouais, c'est cette envie de progresser, d'être bonne, en tout cas dans les domaines, et d'apprendre tous les jours. Donc non, j'étais bonne élève, j'étais studieuse, mais avec le smile. Mais comme je savais pas trop quoi faire, j'ai fait une prépa HEC, quoi. Voilà. Basique. En tout cas, c'est surtout que je voulais pas être médecin. Je voulais pas, tu vois, j'ai plutôt raisonné, au moins ça ouvre toutes les portes. Ouais, ok. Donc prépa HEC. Et après, très tôt, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je suis fille d'entrepreneur. Mon père, qui nous a quittés il y a 2 ans, en était un. Et donc, j'ai grandi avec cette envie un jour de créer quelque chose. D'ailleurs, quand j'étais petite en Normandie, sur la plage, mon premier business, c'était de peindre des galets et de les vendre sur le bord de la route. Donc, voilà, c'était... Et là, mes fils, cet été, je pense que je leur ai un peu donné le truc parce que cet été, ils faisaient des bracelets, ils les vendaient dans tous les restaurants du Portugal où on était. Donc, toujours voulu être entrepreneur. Et pour ça, en fait, j'ai rejoint une école de commerce et j'ai fait le premier master en entrepreneuriat et corporate finance qui s'est créé à l'EDEC. J'étais à l'EDEC. Et j'avais un prof, Olivier Masclef, qui vraiment travaillé sur des cas pratiques d'entreprise. Et donc j'ai lu des tonnes de bouquins d'entrepreneurs. Je lisais plus que ça. Comme par exemple Antoine Riboud, c'est Monsieur Danone, comme qu'est-ce que j'ai lu, l'histoire de c'est Monsieur de Lazare, alors ça remonte, hein, mais et puis donc ouais, j'étais passionnée par la création d'entreprises from scratch. La reprise aussi est quelque chose d'intéressant, mais c'est une autre histoire. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes entrepreneurs aussi. Donc ça m'a marqué. Et comme j'aime bien, tu vois, je me suis dit non, j'ai envie de créer ma boîte. Et donc mon premier stage, je l'ai fait en corporate finance.
au LCL. Donc, gérer des opérations de LBO, rachat d'entreprise. Ok, LBO. C'est quoi, c'est en anglais, LBO? Ouais, leverage buyout. Ok. Donc c'est dans le cadre du rachat d'une entreprise ou de sa transmission. Là, encore une fois, j'ai rencontré, alors c'était dans la banque, mais pour moi, à l'époque, il n'y avait pas encore les fonds d'investissement, les business angels, la BPI n'était pas structurée, la Banque publique d'investissement, qui est quand même premier investisseur dans les startups aujourd'hui, avec Pôle emploi, grâce à l'ACRE. Et donc, en fait, qui finançait les entreprises en création? C'était les banques. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer par la banque, tout simplement. Et j'ai eu ce mentor extraordinaire, Gérard Barriet, et qui m'a tout appris. Et j'ai souvenir de ces dossiers de financement qu'on crée, parce que, sincèrement, dans la création d'entreprise, le sujet du financement, il est central. C'est quand même très complexe de trouver son modèle économique extrêmement rapidement et de faire en sorte que sa boîte, elle soit rentable dès la première année. Donc au démarrage, il faut qu'on trouve des fonds. Et ce qui m'a marqué, c'est à quel point ces femmes et ces hommes étaient prêts parfois même à mettre juste leur assurance vie en jeu dans la création de cette entreprise parce qu'ils croyaient en leur mission. Et ce qui était passionnant, et là ça revient peut-être à mon envie de journalisme, c'est que j'ai étudié tous les domaines. J'avais des entreprises dans la papeterie, j'avais des entreprises dans l'alimentaire, dans le sport. Et en fait, on apprend plein de choses de différents domaines. Et je crois que c'est quelque chose qui me porte dans la vie, c'est d'être toujours en apprentissage grâce aux autres. Et voilà. Je voulais revenir à ton père, il faisait quoi? Il était entrepreneur, il faisait quoi? Mon père, il a eu plusieurs entreprises. On était 6 enfants, comme je l'ai dit, donc il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. D'accord. Et donc c'est vrai que je me souviens très bien, et il disait 3 choses quand... Je réponds pas à ta question. Non, vas-y. Mais en tout cas, il a ce motto qui me guide au quotidien, qui disait le plus important dans la création d'entreprise, c'est de bien dormir, de beaucoup travailler et de toujours fêter les petits succès. Et je crois que c'est ce qui me guide au quotidien. Et il finissait par cette phrase prenons du plaisir à construire l'avenir ensemble. Alors il le disait en anglais, il avait un anglais terrible. Ah. Pardon. Enjoy building the future. Je suis pas sûre que le mien soit mieux d'ailleurs. Mais bon, très bien. On point. Et donc il a créé des entreprises dans le domaine de la première banque en ligne, d'ailleurs chez LCL à l'époque. Ensuite il a monté une entreprise dans le foot qui s'appelle d'ailleurs toujours, je crois, 365 foot. Il y connaissait rien en foot. Ah ouais. Il aimait pas le foot. Et il a trouvé une opportunité là-dedans et il en a monté une, quoi. C'est toujours, je crois, des histoires de rencontres. Ouais. Et voilà, ça a été la deuxième. Et puis la dernière qu'il a montée, en tout cas, qu'il a développée, parce qu'entre-temps, il y a eu, comme je te le disais, des échecs. C'était en 2008, dans ce moment très complexe, la crise économique en France. Beaucoup de seniors se retrouvaient en fait au chômage. Et c'est très compliqué de retrouver un job quand on a plus de 50 ans. Et c'est quelqu'un qui aimait les gens. Et donc, il s'est lancé dans les ressources humaines et qui a créé un cabinet d'outplacement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching, etc., qui s'appelait l'Espace Dirigeant. Et voilà. Et c'était merveilleux. Et sa dernière folie, si je peux dire, mais à laquelle j'ai contribué, c'est qu'on a lancé ensemble une entreprise où on emmenait des cadres dirigeants justement dans la Silicon Valley pour aller identifier des pépites technologiques qu'on pouvait implanter sur le marché européen. Voilà, pour changer de manière positive et durable nos habitudes au quotidien. Donc à l'époque, on parlait d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de robotique, etc. Donc on a fait ça, on a organisé plusieurs business expéditions là-bas. Et puis ensuite, il a repris un domaine du patrimoine en Normandie, infesté par la mérule.
Ah ouais, le champignon. Ouais. Le champignon. Ouais. Et là, on a décidé ensemble d'en faire un lieu culturel et territorial en Normandie on voulait organiser des séminaires ouverts justement pour patrons d'entreprises parisiens qui avaient besoin de se reconnecter à la nature, eux et avec leurs équipes, pour pouvoir mieux inventer le monde de demain. Ok. Voilà. Ok, stylé. Donc, pour en revenir à quand tu travaillais chez LCL, Ouais. est-ce que tu te rappelles d'un entrepreneur qui t'a marqué ou une entrepreneur qui t'a marqué quand on t'a amené un dossier comme ça pour des fonds? Ouais, carrément. Moi, c'est Luc Chavani, justement, qui avait repris une entreprise qui s'appelle Travil et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. En fait, il m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je fais une opération de rachat d'entreprise. Je sais pas, je devais avoir 20 ans. Ok, waouh, c'est très jeune. Et il m'a marqué par sa ténacité, sa résilience, sa gentillesse aussi. C'est quelque chose qui compte beaucoup, je crois, dans la vie de l'entreprise, dans la vie au sens large, mais je crois beaucoup dans le karma. Si tu te donnes et que t'es bon, tu vas fondamentalement recevoir un jour. Et voilà, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui continue de me suivre. D'ailleurs, il est parmi nos clients Circle. Il m'aide beaucoup sur la réflexion de développement de l'entreprise, en trouvant des pistes, notamment sur la partie production. Mais en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, je suis encore en contact avec eux. Ah ouais, excellent. Je fais des notes sur chacun d'eux parce que je suis un poisson rouge. Oui, j'ai entendu ça dans un podcast. Tu notes tout, tu fais des notes de partout. Ok. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as mis en place très rapidement. Enfin, quand tu étais très jeune et tu l'as suivi ou Ouais, parce que c'est vrai, je suis un poisson rouge, j'oublie. Et donc, je me suis dit, je rencontre des personnes tellement extraordinaires que pour moi, c'est pas possible de les revoir une seconde fois et de pas me souvenir comment je les ai rencontrés. En plus, c'est la meilleure des. Tu te souviens, on s'est rencontrés. Ouais, c'est clair. Ouais. Enfin, oui, là, tout se passe. Ouais. Et puis, donc je note tout. Alors j'ai un Trello. C'est quoi un Trello? Un Trello, c'est un espace collaboratif digital de gestion de projet. Je fais des cartes sur Trello par personne que j'ai rencontrée et ensuite qui viennent enrichir ma base de données. Et j'ai une base de données de tous mes contacts depuis que j'ai 18 ans, sous Excel encore aujourd'hui. Et où je les ai classifiés par où est-ce que je les ai rencontrés, dans quel domaine ils sont, est-ce que c'est un fonds d'investissement, est-ce que c'est une banque, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la salle de sport, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à une exposition, et ensuite par mots-clés comme ça je peux les retrouver, et surtout si je sais que je risque de les recroiser, je recherche le nom et je me fais un petit remind et en fait ça revient en une seconde. Ouais. Mais c'est juste ce petit remind dont j'ai besoin. Les petits détails qui font que tu raccroches direct avec la personne quand tu la revois, quoi. Exactement. Ouais. Et puis les faits marrants aussi, des choses comme ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, ce truc-là d'expédition en Silicon Valley, j'aimerais trop que tu me le racontes parce que c'est hyper intéressant. T'es allé principalement du coup à San Francisco ou c'était d'autres endroits sur la Silicon Valley, parce que c'est pas que San Francisco, il me semble, c'est un peu à côté. Toute la baie, c'est toute la baie. Et est-ce qu'il y a des boîtes où tu es allé qu'on connaît, par exemple, qui sont très très grosses ou que tu as visitées? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais déjà, en fait, ce qui est formidable à San Francisco, en tout cas ce qu'il était à l'époque, aujourd'hui la situation est un peu particulière, mais beaucoup de Français reviennent de là-bas. Pour moi, c'était le lieu de la créativité. Le lieu de la créativité, le lieu de l'innovation. Et de l'ouverture aussi. Pour moi, ce mot-clé, il est vraiment clé. Ce mot-clé, pardon. Il est puissant, quoi. Il est là. Enfin, il est important. Circle, ça veut dire ça. Ouais. On est ouvert sur les autres, on est ouvert sur le monde, on est. Tu trouves que c'est un peu moins ouvert maintenant, la Silicon Valley?
Oui, ben, on a quand même un contexte politique qui est ce qu'il est. Ils ont maintenant, il y a aussi énormément de délinquance. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Puisqu'ils ont, là je crois que c'est en dessous de 300 $, le crime est impuni, donc faut pas trop sortir lorsque la lune apparaît. Et que malheureusement il y a une extrême pauvreté. Et ça c'est un sujet qui est terrible, mais dans le sujet de la technologie, il y a des extrêmes C'est sûr. énormes. Ouais. Donc bon, c'est pour ça que je trouve qu'on a une chance incroyable en Europe de pouvoir être protégé, et en particulier en France, hein, dans le domaine de la santé, du soin, de la création d'entreprises. Finalement, cet Eldorado où on a la capacité de créer quelque chose, je trouve qu'on a beaucoup de chance en France aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans la baie, il y a ce côté un peu fou, quoi. Tout est possible. Tout est possible et on rencontre que des gens qui ont des idées dingues et il n'y a pas de peur de l'échec. Ça, c'est quand même... Voilà, c'est pas grave. On a le droit de se planter tant qu'on corrige son erreur et qu'on la reproduit pas une seconde fois. Ils ont parfaitement compris aussi que pour lancer des innovations, il fallait ce triptyque qui était évidemment la recherche, les talents et l'argent. Donc il y a beaucoup de collaboration entre les universités comme Stanford, les instituts de recherche, le domaine et le domaine de l'entreprise. Comment dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est présent sur place. Et puis il y a des talents. Et dans les entreprises que j'ai visitées qui m'ont marqué, en fait, il y en a beaucoup, de la plus petite à la plus grande, parce que dès 2008, je me souviens, on avait visité, comment est-ce qu'il s'appelait j'avais découvert les premières machines d'impression 3D. Alors, c'était peut-être pas les premières, mais moi, à l'époque, c'est la première fois que j'en voyais. Donc ça, c'était une toute petite start-up qui faisait ça. Et à côté de ça, j'ai eu la chance de visiter les locaux de Google X, avec des projets comme Google Brain ou Google Moon, qui allaient lancer dans le ciel des milliers de ballons pour permettre à la fois de capter des données météorologiques et puis de donner accès dans des zones complètement désaffectées à ce que nous utilisons tous aujourd'hui et qui est essentiel, le Wi-Fi. Ou aussi des projets de santé comme le séquençage génomique. Alors on est pour, on est contre, peu importe, là n'est pas le sujet, mais c'est que je pense qu'en tout cas on ne peut pas fermer les yeux sur le progrès. Et peut-être que la force de la France et de l'Europe, grâce à notre patrimoine culturel et historique, c'est de remettre fondamentalement cette notion de bon sens, de justice, d'utilité sociale dans tout ça. Et je crois que c'est ce qui nous distingue et ce qu'on a voulu d'ailleurs faire avec le H7. On va en parler, ouais. Voilà, c'était créer un accélérateur de start-up responsable. Et cette notion de responsabilité... d'éthique un petit peu Oui. Ouais. Parce que tu penses que c'est trop le Far West enfin, les Américains vont un peu peut-être dans tous les sens, mais en même temps, est-ce qu'ils ne sont pas un peu cadrés par le système capitaliste qui les remet un peu dans la place et ils vont là où l'argent est, quoi, sans trop de... Je sais pas. C'est un grand débat. Une grosse question, ouais, parce que... C'est un grand débat. La seule chose que je sais, enfin, que je sais, on doute tous les jours, mais il y a une chose, moi, qui me guide au quotidien, c'est quel avenir je laisse à mes enfants. Quelle valeur je leur donne. Donc, en tant que parent, j'essaye d'être exemplaire, de montrer l'exemple. Et c'est le rôle aussi d'un chef d'entreprise vis-à-vis de ses équipes. Mais
je crois fondamentalement que c'est ce qui doit nous guider. Quel monde on laissera demain à nos enfants, avec quelles valeurs. En tout cas, moi, c'est ce qui me porte au quotidien. Tu as monté ces expéditions avec ton père. Comment ça t'est venu, cette idée d'y aller? C'était le côté journaliste que tu voulais rencontrer justement d'autres personnes pour pouvoir t'inspirer. Et tu t'es dit, je vais inviter d'autres personnes, comme ça on va y aller ensemble et ça va être plus simple à gérer. C'est toujours une histoire de famille parce que déjà je les ai pas montrés qu'avec mon père, mais avec aussi 2 de mes frères. Mon frère le plus proche, Arthur, qui a un vrai talent de la force commerciale. Pour moi, un des meilleurs coach sales que j'ai jamais rencontré. Franchement, il me challenge. Une fois, j'ai pleuré. Pourquoi? Dans quel contexte? Parce qu'il m'avait trop challengé à avoir des... Ouais. Okay. Mais non, mais il est... Pousse dans les retranchements. Voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper important. On pourra en parler. Mais une entreprise, encore une fois, qui n'a pas de modèle économique, avoir le meilleur produit du monde, s'il n'y a pas de marché et si personne n'est prêt à payer pour... il sert à rien, quoi. Il sert à rien. Donc voilà, et donc le sujet de la vente et du commercial, d'ailleurs c'est une des autres entreprises que j'avais visitées dans la baie, c'était Salesforce, centrale, et on en parle très peu, en tout cas à l'époque on en parlait très très peu en France, hein. Le sujet de l'argent était tabou, alors que pour faire tenir sa boîte, si, il faut faire du chiffre d'affaires, on va pas se leurrer, hein. Donc voilà. Et avec mon autre frère, Pierre, qui lui était un geek autodidacte, qui code n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, on a créé tout ça ensemble. Et je crois que mon père avait le réseau des dirigeants d'entreprise au travers de l'espace dirigeant. Et moi, ma force, en tout cas, c'est plutôt une logique de gestion de projet, ce que j'avais déjà fait d'ailleurs lorsque j'étais chef de projet de la transformation numérique au sein du LCL. C'est comment est-ce qu'on fait passer un projet de A à Z et comment est-ce qu'on réunit les meilleures personnes pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et en fait, à chaque voyage qu'on organisait, d'ailleurs, on ne parlait pas de voyage, c'était pas des learning expéditions, on n'était pas là pour apprendre, on était là pour faire du business. C'était des business expéditions. L'objectif, c'était bien d'aller chercher dans la baie des technologies qu'on pouvait implanter sur le marché européen ou qu'on pouvait utiliser dans nos entreprises en Europe. Et chaque voyage, c'était des petits groupes, on n'était pas plus de 15 personnes. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une hétérogénéité des profils. Déjà à l'époque, j'essayais aussi qu'il y ait une égalité homme-femme. Donc il y en a eu de plus en plus au fur et à mesure des expéditions, donc ça c'était cool. Et surtout, on en avait qui étaient du domaine du retail, du sport, de la santé, de l'industrie. Parce que l'innovation, en fait, elle est à la croisée de tous ces mondes et c'est ça ce qui va faire justement l'ouverture. Et en fait, ces personnes-là qui avaient dirigé des grandes entreprises, qui venaient pour la plupart de grandes écoles françaises, avaient un très grand réseau qui allait s'étendre juste à San Francisco, qui nous a quand même, on peut le dire, pris beaucoup de nos talents, de nos ingénieurs. Et donc, en fait, on emmenait ce petit groupe de 15 personnes. Déjà, il y avait tout un travail préparatoire en amont, parce que ça ne sert à rien d'aller à San Francisco pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. D'abord, on en comprend les principes en France. Donc, avant même le voyage, l'expédition, je faisais intervenir des experts du sujet en France. Et ensuite, on partait, mais avec une connaissance de base, un bagage de base qui nous permettait d'avoir une discussion éclairée et surtout avec un objectif, c'est-à-dire que chacun de ces dirigeants d'entreprise devait dire moi, voilà, mon entreprise, c'est ça. Ouais. Et voilà quel est le use case que je cherche à résoudre aujourd'hui.
pardon, je parle un peu en anglais. En français. Franglais. Ouais. Mais quel est le cas d'usage? Ouais. Donc, je ne sais pas, ça peut être, peu importe. J'ai un problème sur cette thématique-là. Voilà. J'ai vu qu'il y avait cette Technologie. technologie et je suis intéressé. Je vais aller poser la question pour savoir comment je peux l'adapter Voilà. sur mon entreprise. Et ça allait même plus loin que ça. Ils devaient d'ores et déjà avoir identifié, on leur transmettait un mapping des entreprises en Silicon Valley, euh, euh, catégorisées par vertical métier, donc par domaine. Ils devaient choisir les entreprises qu'ils souhaitaient aller voir. Et en fait, les 15 personnes présentes, et on utilisait déjà LinkedIn à l'époque. Moi, je disais par exemple, moi j'ai besoin d'aller voir Apple, peu importe. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre réseau qui connaît quelqu'un, etc. Et c'est comme ça qu'on arrivait à avoir des rendez-vous hyper qualifiés. Et chaque rendez-vous devait être préparé par la personne qui avait le besoin. Et elle devait l'ouvrir à minima, parce que tu ne te pointes pas à 15 personnes pour faire un rendez-vous business. Ça, c'est des visites découvertes, etc. On en a fait aussi, on a fait des visites des sites de Facebook, etc. Mais lorsque c'est un rendez-vous business, il faut que ce soit un petit comité, équilibré. Et chaque personne qui avait le rendez-vous devait l'ouvrir à 2 autres personnes du groupe. Mais c'est elle qui allait leader le rendez-vous, l'entretien, avec son objectif précis. Mais au moins, tout le monde s'enrichissait de l'échange. L'ouvrir, c'est-à-dire présenter la personne, ce qu'elle fait. Ouais, exactement. Et donc, échanger surtout. D'accord. Ouais. Et donc, c'était un vrai travail collaboratif. On construisait la business expédition ensemble, sur mesure, en fonction des besoins de ses dirigeants. Et puis, bon, après, on avait aussi des bons moments. Ouais, j'imagine. Sequoia Park, on allait manger du crabe. Et puis, on allait écouter du jazz le soir. Enfin, voilà. Et c'est ce qui soude aussi un groupe. C'est Bien sûr. pas que de faire du business. Ou sinon, tous les matins, moi, je les emmenais faire du sport. Et ça grimpe, hein, San Francisco, c'est comme ça. On allait courir jusqu'à l'océan. Enfin, voilà. C'est ce savant mélange de... Enfin, la vie, non? Ouais, carrément, ouais. Ça devait être super sympa. Il y en a eu pour combien de temps chez LCL? Toi, t'as fait combien d'années là-bas? Je crois que je suis quasiment restée 12 ans. 12 ans, ouais. Mais, Qu'est-ce que t'as... Pourquoi t'es partie de LCL? J'ai commencé chez LCL mon premier stage en banque. Ensuite, j'ai déjà fait mes 2 autres premiers jobs, parce que j'avais vu la partie financement par la dette, mais une entreprise se finance aussi par des capitaux propres. Donc j'ai fait un petit bout aussi en fonds d'investissement à Londres chez Argan Capital, qui était le spin-off de Bank of America. Donc là, j'analysais un portefeuille de sociétés françaises, voir si on investissait dedans ou pas. Par exemple, j'avais Delsay, les valises. Ah oui, dans mon ok. portefeuille. Et ensuite, j'ai voulu quand même, avant de rester dans la banque, je suis passée en audit chez Mazars. Mais là, c'était canon, parce que c'était en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, ok, sympa. J'ai vécu 2 ans. Trop bien. Et pourquoi j'ai voulu faire de l'audit? C'est parce que moi, la finance, elle me sert au quotidien sur mon projet d'entreprise. Encore une fois, on peut faire la meilleure entreprise du monde, mais si elle n'a pas un modèle qui est rentable, ça ne fonctionnera pas. Et derrière, on a une vraie responsabilité, on a des salaires, on a des fournisseurs, on a des partenaires, on a des clients. Bah ouais. Et on a des investisseurs, souvent. Et donc, voilà, la finance me sert au quotidien et j'invite tous les créateurs d'entreprises. Enfin, une des premières raisons pour laquelle les boîtes elles meurent, c'est la mauvaise gestion de trésorerie. Donc voilà, et tout ça pour dire que un bilan comptable, un compte de résultat, bah, t'as une boîte, c'est des chiffres. Et en fait, quand tu fais de l'audit, quand tu vas compter les boulons dans l'usine et que tu comprends pourquoi on a provisionné tant, parce que et ben ça te parle, les chiffres ils deviennent concrets et donc tu les comprends mieux. Et je pense que la vie c'est ça, c'est mettre les mains dans la terre en fait, aller vraiment comprendre le fond des choses pour derrière pouvoir reprendre de la hauteur. Je crois que c'est un gros mot justement en France. On a l'impression que l'entrepreneur il a juste l'idée et il va foncer dedans, mais il fait pas attention aux chiffres alors que c'est hyper important. Enfin,
vu qu'on a ce tabou autour de l'argent un peu en France, est-ce que du coup il est délaissé pour juste l'idée? Et finalement, enfin, comme tu disais, c'est peut-être pour ça que la plupart des entreprises meurent, mais c'est- comment tu penses qu'on pourrait donner un... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau souffle, par contre, sur la finance, sur comment gérer ses finances. On arrête un peu comment dire, de pas être intéressé par ça. Enfin, j'ai l'impression que la nouvelle génération... Enfin, moi, en tout cas, je me suis beaucoup intéressé à la finance sur les podcasts, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que j'ai compris comment ça fonctionnait et pourquoi on investissait en bourse et comment on peut le faire Ouais. et les crypto-monnaies et en fait T'as ça, investi? bien sûr, ouais. Ouais. Enfin ouais, j'ai essayé en tout cas. J'en ai un petit peu, mais ouais, c'est cool. Enfin c'est bien. J'étais dégoûtée parce que, en tout cas, une des personnes avec qui on est parti dans la baie, elle a investi dès 2008, je crois. Ah ouais, elle a investi dès Ouais. 2008. Et on avait visité, c'était SKU Chain ou Blockchain, enfin je sais plus, en tout cas, non, Blockchain c'était sur la traçabilité, mais enfin des boîtes de crypto et moi j'y ai pas cru. Ah ouais, là, J'y ai pas c'est cru. peut-être le regret de toute ta vie, non, peut-être. Là, t'as acheté 1 ou 2 bitcoins, t'es pas mal quoi après. Ouais, ouais, mais c'est pas grave, moi je suis heureuse Ouais, avec pas non, c'est pas grand-chose, grave. tu Oui, sais. oui, c'est sûr. Donc, Mais et là, du coup, t'as investi un petit peu en crypto ou enfin, tu t'y intéressais ou pas trop, toujours pas? ben non. Non, c'est vrai que dans mon entourage, beaucoup le font. Non, et puis aujourd'hui, enfin, si tu veux, moi je suis entrepreneur, donc je gagne pas des mille et des cents. Tout ce que l'entreprise gagne, je le réinvestis dans le projet, soit dans le projet en tant que tel, dans de l'investissement, soit dans le fait de recruter des talents, parce que notre entreprise, elle fonctionnerait pas sans eux. Et puis surtout, et peut-être avant toute chose, avant mon entreprise, dans mes enfants. Mais c'est peut-être bête de ma part. Je dis pas que je le ferai jamais. Mais pour revenir à ta question, qui était sur celle de la, je crois qu'il y a un vrai sujet, en effet, aujourd'hui, de rendre la finance euh, plus abordable. Peut-être, moi je crois beaucoup dans l'humour. C'est d'ailleurs un des piliers de la communication de Circle. C'est toute notre stratégie de com. On parle du sujet des déchets, nous. C'est pas le sujet le plus glamour du monde. On parle de vers de terre dans ta cuisine. Donc, comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens et ça revient, ce postulat de l'écologie joyeuse et positive, c'est que aujourd'hui, quoi de mieux que l'humour, la pédagogie et le beau pour faire ça, en fait. Et donc après, c'est pas pour rien, tu vois. Je regardais là avant de venir, mais les levées de fonds en France au premier semestre, ça a été vraiment la cata. Il y a eu une baisse de 60% des levées de fonds. Il y a une très très grande prudence des investisseurs. Ils investissent beaucoup moins dans les boîtes en création justement. Ils vont beaucoup plus aller sur des boîtes qui sont au stade, alors ce qu'on appelle de la série B. Donc tu as des paliers d'investissement en termes de millions d'euros. Le business angel, il investit de la love money, les premiers tickets. Ensuite, tu as le seed, là, tu vas être autour d'1 million d'euros de levée. Et puis ensuite, la série A, la série B, etc. Les investisseurs, aujourd'hui, déjà, ils réinvestissent dans les boîtes dans lesquelles ils ont investi pour les sauver parce qu'il y a un contexte qui est compliqué. Et sinon, ils investissent dans les growth. Et tout ça pour dire que une des boîtes qui a levé cette année, c'est Penny Lane. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas ce que c'est. Je crois qu'ils ont levé 75 millions d'euros. Ok. Penny Lane, c'est l'outil de comptabilité que j'utilise au quotidien pour ma boîte. Mais c'est tellement simple. En fait, on a l'impression d'avoir un Facebook de la compta. Ah ouais? Et, Ok. et oui, et j'ai oublié, je t'ai dit l'humour, la pédagogie, le beau, mais la simplicité. Dès lors que c'est facile et accessible, bah, tu vas le faire. Et donc, oui, je pense que pour qu'on ait plus envie de toucher à ces sujets de finances qui sont fondamentaux, mais même aujourd'hui, je crois que les prévisions de croissance, c'est moins d'1%. En fait, quand tu vois le contexte, que ce soit pour nos entreprises, mais même dans nos quotidiens, on doit tous faire attention. Et donc, faire attention, bah, c'est bien piloter ton budget. Euh,
mon père disait toujours tu ne dois jamais dépenser plus que ce que tu ne gagnes. Bah ouais, tout simplement. Voilà, donc faut tracer ça. Ouais, c'est clair. Après la LCL, t'es arrivé au H7. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Enfin, comment t'en es arrivé à être à la tête du H7? En fait, alors, LCL, mais j'ai commencé, donc j'ai fait un peu tous les métiers. Analyste financier. Ensuite, je suis passée justement sur la partie commerciale, donc chargée d'affaires, d'abord sur de la PME et ensuite sur du grand compte. Donc j'avais des grosses boîtes dont certaines cotées en bourse dans mon portefeuille client et je devais les accompagner sur tous les sujets de leur vie financière, à la fois l'épargne, l'investissement, la gestion des flux au quotidien, l'ACB, les encaissements, la monétique, en fait tout ça. Et j'ai adoré ce passage où je m'occupais de la PME parce que j'avais ce contact avec l'entrepreneur vraiment en direct. Quand tu commences à mettre en place une dette d'1 milliard d'euros sur un mastodonte du CAC 40, c'est passionnant. J'ai appris des choses extraordinaires. Tu as des contrats, c'est des pavés comme ça. Et Ok. non, mais c'est très intéressant Ouais, intellectuellement, mais en revanche, tu deviens une banque parmi tant d'autres et tu n'as plus ce contact direct avec le créateur de l'entreprise. Ton contact, ça va souvent être le responsable administratif et financier ou quelqu'un d'autre. Et moi, ça me manquait vraiment. Et en réalité, quand on lance les business expéditions, j'étais encore salariée. D'abord, on m'a dit vous êtes gentil, mais vous pouvez pas avoir une boîte. Et, aujourd'hui, maintenant, on est beaucoup plus libre. Et à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille. Là. Non, bah non. Mais Quand je dis ça à dépend des l'époque. contrats aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que. Et donc au début, on me dit mais vous. Et puis finalement, ils ont appris que je faisais ces business expéditions. Et c'est au moment où le groupe Crédit Agricole lance son plan de transformation digitale de la banque. Comment est-ce qu'on invente la banque de demain et pour ce faire, il fallait aller chercher des nouvelles technologies. De toute façon, pour innover, pour avancer, il faut à la fois la solution technique, la techno, la tech, et l'usage, donc les clients. Et c'est ensemble, en fonction des besoins des clients et de la solution technique, qu'on va pouvoir avancer. Et on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Tu ne peux pas révolutionner la banque du jour au lendemain. En plus, il faut aussi embarquer, je l'ai oublié, mais les collaborateurs. Parce que si tu mets une super application mobile pour signer tes ordres à distance, c'est ce que j'avais fait au LCL pour les dirigeants de PME, mais qu'en face, le collaborateur, il ne sait pas comment ça fonctionne dans son interface, donc voilà, il faut que tout le monde parle le même langage. Et en fait, comme j'avais beaucoup appris sur les nouvelles technologies dans la baie et identifié beaucoup de startups aussi, ils m'ont proposé de venir de prendre en charge la transformation digitale du LCL sur le marché des entreprises, parce que je connaissais très bien les clients, c'était mes clients, et je connaissais très bien la technologie. Et ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et en faisant ça, j'ai rencontré plein de startups. Parce qu'il fallait que j'aille chercher des solutions par exemple, quand tu es sur ton téléphone, aujourd'hui c'est ton quotidien, tu signes dès que tu as un virement à faire, mais pour ça, il faut que ce soit sécurisé. Et donc, il fallait trouver une solution, ce qu'on appelle de l'authentification forte. Donc toi, c'est ton SMS. Ça, c'était des briques technologiques qu'on allait chercher dans des startups. Et voilà. Et là, j'ai mon deuxième enfant. Parce que mon parcours a aussi été beaucoup guidé par mes enfants. Je me suis arrêtée à chaque fois 2 ans pour m'occuper d'eux. Trop cool. Je trouve ça cool, ok. Je pense que c'est aussi, on n'en parle pas assez, mais parce que il y a eu ce phénomène-là, on veut tous créer des boîtes, etc. Mais dans les grands groupes, moi j'ai énormément appris, que ce soit en termes de gestion de projet, d'organisation, de structuration.
Aussi, ils ont cette capacité à vous offrir des formations. Quand ils m'ont confié ce rôle de transfo digital, j'ai été formée au marketing digital, j'ai été formée aux méthodes du X, de designer thinking, en fait, etc., de lean management, enfin toutes ces choses-là. Ça, c'est très compliqué de le faire dans une petite boîte, d'avoir le temps de se former. C'est sûr. Et, et par ailleurs, dans le grand groupe, quand on est salarié, on est quand même sécurisé. Ouais. À chaque fois que j'ai eu mes enfants, j'ai pu, et puis dans la banque c'est génial, mais j'ai pu, moi je les ai allaités, mes 2 enfants, j'ai pu prendre un congé maternité pendant 1 an. C'est formidable. C'est une chance extraordinaire. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc le grand groupe m'a beaucoup apporté. Je dis pas qu'un jour j'y retournerai pas d'ailleurs. D'accord, ok. Pourquoi pas. Et en revanche, quand j'ai eu mon 2e enfant, le père de mes enfants, Paris, c'était pas son truc. Et donc on a décidé de déménager dans une ville plus petite. Et puis on était tous les 2 passionnés de montagne. Moi, je suis très très mer, mais lui vraiment montagne à fond. Et ma mère est assylunoise. Et mon grand-père était à Tassin. Et donc on s'est dit, Lyon, c'est un bon lieu. Et je suis arrivée à Lyon enceinte de 8 mois. Je connaissais personne. Et comme je connaissais personne, je me suis dit, je vais aller rencontrer les gens qui font de l'innovation et des startups. Et voilà. Et j'ai toqué à la porte d'un incubateur de start-up qui s'appelle Boostillion parce que par le passé, on avait rencontré sa fondatrice Carole, qui malheureusement nous a quittés, en Silicon Valley. Et c'était, je crois, le premier incubateur de start-up de Lyon. Et c'était une association. Je dis bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et à ce moment-là, Carole venait de partir. Et je dis, écoutez, moi je connais les grands groupes, l'innovation, les startups, est-ce que je peux vous aider en fait, tout simplement? Et je me suis mis de manière bénévole dans cette association qui m'a permis de rencontrer tout l'écosystème entrepreneurial lyonnais, de rencontrer des personnes, des entrepreneurs formidables dont les entreprises vivent encore aujourd'hui, c'est trop bien. Et donc j'ai découvert Pulsalis, qui est dédié à la deep tech à Lyon, l'incubateur des premières. C'est quoi la deep tech? Alors, deep tech, donc deep, c'est vraiment très très profond. J'imagine, ouais. Voilà. J'avais compris. Et ça va être de l'innovation de rupture. Tu vois, nous on fait de l'innovation d'usage. Là, ça va être vraiment de l'innovation de rupture avec des technologies extrêmement poussées qui vont utiliser par exemple du machine learning. Et souvent, ces boîtes de la deep tech ou aussi de l'intelligence artificielle dans la santé. Et ces boîtes-là, en général, on dit toujours que lorsqu'on lance une start-up, il faut qu'il y ait un marché. Mais très souvent, ces boîtes-là, elles sont tellement en avance. Il n'y a pas encore le marché. Voilà, ça va être monté par des ingénieurs, des savants, et il n'y a pas encore le marché. Il va mettre du temps à arriver, et donc pour le coup, quand tu peux pas faire du chiffre d'affaires, quand tu ne peux pas faire de chiffre d'affaires parce que les clients sont pas soit là, soit prêts, on a besoin de financement massif pour accélérer l'innovation sur ces technologies de rupture. Mais ça va être des technologies qui changent le monde, en fait. Ouais. Et voilà, et ça, c'est vraiment de la recherche profonde. Et c'est un accompagnement vraiment particulier. Moi, quand j'étais dans le comité de sélection des startups du H7, on regardait toujours s'il y avait un marché, sauf exception près pour ces entreprises de la deep tech, où là, on acceptait que... Et tout ça pour dire que je rencontre toutes les structures d'accompagnement. Je réalise qu'il y a beaucoup de structures. À l'époque, il y avait aussi la cuisine du web. Il y a le Hub 612 aussi, qui est plutôt spécifique dans l'accompagnement d'entreprises dans le secteur de la finance.
Et je me dis, c'est formidable, il y a tous ces acteurs-là qui accompagnent le développement de nos entreprises. En face, il y a des fonds d'investissement à Lyon, ils sont là, il va y avoir Allnest, Ainov, Axeléo, enfin il y a plein de fonds d'investissement, des family office aussi, qui accompagnent, qui ont compris qu'il fallait qu'ils accompagnent le développement par le financement des entreprises de leur territoire, parce que sinon nos entreprises qui naissent à Lyon, elles partent à Paris, elles vont chercher des financements ailleurs. Et ben non, en fait, restez là. Ouais, c'est clair. Et puis restez là où vous aimez vivre, tout simplement. Et donc, en gros, il y avait les structures d'accompagnement, il y avait les structures de financement. On a des très très belles universités et instituts de recherche à Lyon. On a l'ISARA, on a des écoles de commerce, on a l'UM Lyon, etc. Donc, finalement, les écoles sont là et les talents, ils sont là aussi. C'est ceux qui créent ces entreprises. Et à l'époque, Monsieur Collomb dit c'est formidable, mais tout cela, c'est un peu trop éparse. Je souhaite que Lyon devienne un lieu de l'innovation en France. Et pour ce faire, on va créer un lieu qui va réunir l'ensemble de ces acteurs, parce que, comme on l'a appris en Silicon Valley, tout passe par l'open innovation. Donc, il faut que tous ces domaines métiers, ces verticales se mélangent. Parce qu'une technologie d'intelligence artificielle, elle va être applicable aussi bien sur le marché du retail que sur le marché du sport. Et donc, il faut un seul et même endroit où les gens se voient, se parlent. Parce que, sincèrement, on va se le dire. C'est comme ça que ça marche. Hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est à table. Ouais. Et on est lyonnais. Et donc, qui crée ce lieu, le H7, plus de 4000 m² dédié à l'innovation et dont l'ambition était de devenir le lieu du numérique de la métropole. Avec 3 espaces. Un espace où on bosse vraiment, des espaces de coworking, etc., où on sélectionnait les startups sur comité. Donc un lieu dédié à l'événementiel, à la fois pour que les startups puissent montrer leurs produits, tout simplement, pour trouver des clients, et également que les entreprises partenaires du lieu, parce qu'on avait un modèle économique aussi où les entreprises, les grands groupes de notre région soutenaient et investissaient dans ce projet, parce qu'elles ont elles-mêmes besoin d'innovation. Par exemple, on avait monté un programme prévention santé by IPSIL, vous connaissez tous le groupe IPSIL, et eux, ils cherchaient des innovations pour aider au mieux vivre ensemble, pour aider au mieux-être. Voilà, donc c'était typiquement le type de programme qu'on mettait en place. Et le 3e espace, c'était un espace de vie. C'était un food court où à la fois on pouvait déjeuner, donc se poser à table, faire ses rendez-vous clients en discutant autour d'un bon repas. Le soir, avec ses équipes, aller prendre une bière ou une grenadine, chacun fait comme il veut, mais passer un bon moment. Et c'est dur l'entrepreneuriat. Enfin vraiment, il faut une sacrée résilience pour entreprendre. Et si on n'a pas ces moments de vie, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Si on est tout seul tout le temps, c'est vrai que c'est un peu triste, quoi. On n'a pas envie d'être triste, non ? Non, on n'a pas envie d'être triste. Non, c'est clair. C'est marrant parce que le H7, ça me fait un peu penser à vos produits Circle, parce que dans un truc, il y a tout qui se mélange et qui se donne des choses en retour, etc. Enfin, ça fait un peu, je sais pas, je fais un peu le lien avec ça. C'est H7, Circle, tout ça, ce sont des écosystèmes. Ouais. Là, on parle d'un écosystème du vivant. Très souvent, les gens nous disent dans votre compost, ah là là, il y a plein de petites bêtes. Bah oui, en fait, tu le sais. Dans le compost, il y a évidemment nos vers de terre, sans qui on ne pourrait pas faire du compost sans odeur, mais il y a aussi des cloportes, il y a parfois des fourmis, il y a des champignons, il y a plein de micro-organismes, et chacun a sa fonction. Et je crois beaucoup dans cette notion d'écosystème. C'est marrant, une de mes collaboratrices, là on sort de séminaire d'équipe, aujourd'hui j'ai 7 femmes dans l'entreprise, formidables, et sans qui rien ne serait possible, donc je les remercie, j'en profite. Et une des jeunes filles de cette entreprise qui s'appelle Anaïs, qui est en train de porter tout le projet de la ferme Lombricole,
je leur demandais quel mot représentait pour elles Circle, et elle me dit, moi c'est cette dimension holistique qui est très intéressante. Et elle disait Circle, aujourd'hui c'est du compost, mais finalement ça peut aller beaucoup plus loin que ça. L'idée c'est qu'on apprenne à mieux vivre ensemble. Ça passe évidemment par nous reconnecter à la nature, mais ça va repasser par mieux manger, par être émerveillé, par peut-être écouter aussi un opéra, un air de musique, chacun fait ce qu'il veut, mais, ou de rock'n'roll, mais en fait c'est un tout. Ouais, complètement. Ouais. Et donc pour en revenir au H7, comment t'en es arrivé à la direction de ce lieu? J'avais monté une première start-up pendant que j'étais bénévole chez Boustignon, qui s'appelait Je t'aime. Ok. Et déjà parce que c'est joli à dire tous les jours. Joli. Mais c'était avec un grand A et un grand I, comme intelligence artificielle. Et c'était une plateforme de recrutement de talents en intelligence artificielle pour ces grands groupes parce qu'on avait eu la révolution du numérique, la transformation digitale. Moi, je pensais, et on le voit aujourd'hui, la révolution par l'IA. D'ailleurs, sur les levées de fonds qu'il y a eu au premier semestre, c'est l'intelligence artificielle qui attire le plus d'investissements. Évidemment. Sauf que le problème, c'était que j'ai monté cette boîte-là avec une amie que j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, Adèle Fouquet, qui a monté Cale Chemise. Donc c'est un caleçon chemise pour les femmes qui veulent aller aux toilettes sans avoir à ouvrir. D'accord. Comme quoi l'innovation est partout. Exactement. Cette femme-là est extraordinaire parce qu'elle a, pareil, elle sait rendre un sujet pas forcément très trendy, sympa, sexy, drôle. Encore une fois, je crois beaucoup dans l'humour et je trouve que les gens qui arrivent à faire passer des messages dans l'humour et qui ont beaucoup d'autodérision, ça peut que fonctionner en fait. Ouais, c'est clair. Et sauf que le problème, c'est qu'on voulait faire le même job. Et tout à l'heure, je t'ai dit qu'une des premières raisons pour laquelle les startups échouent, c'est un problème de trésorerie. La seconde, tu sais ce que c'est ? Non. C'est l'association. Et en fait, tu peux pas être deux personnes à vouloir créer une boîte avec deux personnes qui veulent faire exactement la même chose dans l'entreprise. La complémentarité, elle est hyper importante. Ouais, ok. Moi, dans mes équipes, on est toutes différentes. Mais c'est trop bien. Puisqu'en plus, notre mission, c'est de démocratiser et d'être inclusif. Donc, au moins, on peut s'adresser à tout le monde. Dans une association, c'est pareil. Donc, on n'était pas complémentaires. D'accord. Et en plus, de toi à moi, lire des bouquins et des publications sur l'intelligence artificielle toute la journée, il y a un moment où je saturais un petit peu. Ouais, c'est trop technique, quoi. Je ne suis qu'une humble école de commerce. J'ai pas fait ni Polytechnique, ni... Et donc voilà, je préfère largement parler de la nature et de l'écologie. C'est un sujet qui me touche plus et qui me donne envie de me lever le matin parce qu'encore une fois, c'est pour nos enfants. Ouais, clairement. Ouais. Et donc, le jour où on décide de s'arrêter avec Adèle, on se dit, tu sais quoi, ça va pas marcher, c'est pas grave, next. Et heureusement, on a arrêté assez tôt. Et je me retrouve à la piscine du Rhône. Je me dis, allez, je vais aller faire du sport. Parce que moi, j'ai besoin de faire du sport. Je vais nager. Et là, je tombe sur celui qui était le président du H7. Et je savais qui c'était. Parce que j'avais mes notes. Tu as fait des petites recherches. J'avais mes recherches. Ouais. Et que j'avais déjà vu que ce lieu allait arriver, que Colomb... mes équipes, je leur dis sincèrement, vraiment, la veille, c'est tellement important. Enfin, il faut encore une fois, c'est une notion d'ouverture. Mais donc, j'avais vu que ce projet émergeait. Et donc, je suis allée le voir. Et je dis, ouais, c'est quoi la H7, etc. Et on a parlé. Et en fait, il était en train de rédiger le communiqué de presse pour le lancement du lieu. Il n'y avait encore rien dedans. C'était une coquille vide. Il n'y avait pas le mobilier, etc. Et puis, je lui dis que je pense que je peux être la bonne personne. Parfait.
Et donc, je lui ai fait un site web Ouais, pour lui dire comment j'imaginais que ça allait se passer. ok. Et avec le site web, bah, je crois que voilà, ça leur a plu, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais. T'es resté combien de temps au Hachette? J'étais directrice de la préfiguration, donc tout le lancement. À ce moment-là, je savais déjà que je voulais créer ma boîte. Là, je redevenais salariée Ouais, une nouvelle fois. ouais, Après, c'était un projet d'intrapreneuriat d'une certaine manière. Et donc, bah, je suis restée 1 an et demi, le temps de créer le modèle économique, de sourcer les startups, de trouver les partenaires. On avait quand même levé, je ne sais plus, mais 2 millions d'euros en 6 mois c'est auprès pas des mal, hein. entreprises et Ouais. des financeurs pour asseoir le modèle économique du lieu. Et puis trouver les experts, bah, justement cet écosystème. Donc, ce qui m'a permis aussi de rencontrer plein de dirigeants d'entreprises de la région qui étaient prêts à donner du temps à d'autres jeunes qui se lançaient, jeunes ou moins jeunes, hein, d'ailleurs, on a le droit de créer une boîte après 50 ans. Euh, voilà. Et bah, par exemple, Gaëtan de Sainte-Marie faisait partie de ce qu'on appelait les helpers, donc ces experts prêts à donner du temps sur ce projet. Gaëtan de Sainte-Marie, il a créé une plateforme de mutualisation des coûts pour les PME, Cantis. Et à côté de ça, il a un domaine viticole. Les entrepreneurs, ils ont tous plein de projets Ouais, c'est comme clair. ça. Et parfois, il faut juste se focaliser sur un seul projet. Exactement. Ouais. Mais, et voilà, Gaëtan, Brice Chambard, qui dirige Hobbies. J'ai rencontré. Et puis, je les ai interviewés dans le cadre du podcast que j'avais créé qui s'appelle Le Graton, où j'interviewais des entrepreneurs de la région autour d'une bonne table, parce qu'on aime bien manger, encore une fois, à Lyon. Et grâce à ça, j'ai rencontré Laurent de la Clergerie, fondateur du groupe LDLC. Bah, on a été déjeuner chez Christian Tête-Doigt, qui a accepté d'être le parrain de Circle, d'ailleurs, donc grand chef étoilé, mais extrêmement investi dans l'alimentation durable. Donc, il valorise ses biodéchets, il travaille avec des petits producteurs. Bah, il nous donne ses épluchures pour nourrir nos vers. Donc, nos vers, ils sont très bien nourris. Voilà, Alain Coula, fondateur d'ATS Studio, quand même leader du marketing. Quand tu as une musique d'attente, c'est lui Ah ouais, qui ok. a créé ça. Voilà, que des gens admirables. Non, je pense qu'encore une fois, un bon podcast, c'est surtout euh, rencontrer la bonne personne. Alors, je ne sais pas du tout si c'est mon cas, mais ce que je veux dire par là, c'est toujours demander à la personne qu'on interviewe quelle personne elle recommande. Et c'est grâce à ça, notamment, c'est Laurent de la Clergerie. Moi, j'avais cette question qui était est-ce qu'il y a quelqu'un de pas du tout connu qui aurait le mérite d'être connu? Et il m'a parlé de cette jeune fille, Mathilde Grandy. Mathilde, qui vient de l'école LDLC, c'était la seule femme à avoir fait l'école LDLC. Et qui est la plus ancienne chez Circle aujourd'hui, que j'ai recrutée depuis, D'accord. et qui pilote tout le site e-commerce, en sachant que ça représente 90% de nos ventes. Donc elle a un boulot de dingue. Ouais. Mais sauf que Mathilde, elle est indépendante et autonome, elle n'a jamais voulu que je la recrute, elle est toujours freelance, D'accord. comme quoi, mais elle est extraordinaire et je la remercie vraiment de tout ce qu'elle fait pour notre projet. Et tu as beaucoup plus de femmes. C'est quoi le ratio dans Circle? Dans l'équipe? Ouais, dans l'équipe. Il n'y a que des femmes, non? Il n'y a C'est que ça des femmes. Ok. Mais c'est pas. Je veux bien. Non, je rigole. J'appelle les garçons Je crois que avec j'avais vu sur plaisir. ton site, il n'y avait pas un designer ou quelque chose comme ça? Alors si, alors oui, il n'y a que des femmes dans les salariés. Ouais. En revanche, on collabore Adrien Blanc, sans qui, encore une fois, ce projet ne serait pas là aujourd'hui. Parce que moi, Adrien, je viens le voir avec mon bac en plastique. Je lui dis, Adrien, l'idée, elle est super, mais rends-moi ça beau et simple. Et donc, on a bossé avec Adrien sur la partie vraiment dessin et avec l'école Strat. Donc les étudiants de l'école Strat ont installé les premiers prototypes chez nos bêta-testeurs et ont observé comment ils utilisaient l'objet au quotidien pour pouvoir l'améliorer. Donc il y a Adrien, et puis on a bossé
il y a notre producteur aussi au Portugal qui pilote les 2 poteries. Non, on a plein d'hommes. Et moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai eu énormément de mentors hommes dans ma vie et je les remercie infiniment. Sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai eu que des mentors hommes pendant très longtemps et aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui m'accompagnent. Olivia Cuir, par exemple, à Lyon, qui dirige l'agence Esprit d'Essence. C'est elle qui m'a fait rencontrer Adrien, par exemple. Donc une femme formidable. Isabelle Gromette, qui a créé Goodness & Co, qui m'aide sur le fait de toujours me rappeler pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, parce qu'elle accompagne les entreprises à devenir entreprises à mission ou Bicorp. Donc elle nous remet les mains, les pieds sur terre plutôt. Voilà, et puis des investisseuses aussi. Et il y a très peu de femmes business angel en France. Je ne peux pas forcément les citer, celles qui nous ont accompagnées sur Circle, mais elles le savent. T'aimerais devenir business angel plus tard? Bien sûr. Ouais. Ah mais bien sûr. Alors ça, c'est vraiment dans les objectifs que je me suis fixés. Je voudrais une maison au bord de la mer, parce que je vais me réveiller tous les matins au bord de la mer, mais rester à Lyon, mais avoir aussi la maison. Ah oui, ok. Et évidemment faire plein de voyages avec mes enfants. Mais 3, c'est monter un fonds d'investissement, en tout cas investir dans des femmes. Aujourd'hui, on a, je crois que c'est que 8% des startups françaises qui sont exclusivement féminines et elles récupèrent que 2% des fonds levés. Donc, alors heureusement, on a des associations comme Sista, donc à laquelle j'appartiens, qui a fait signer à des fonds d'investissement, à des grandes entreprises, la charte Sista qui vise à ce qu'à horizon 2050, 50% des fonds levés soient redirigés vers des femmes dirigées ou à minima co-dirigées par des entreprises dirigées ou à minima co-dirigées par des femmes. On n'y est pas encore. C'est à peine 20% des fonds levés. Et heureusement, il y a des femmes comme Stéphanie L'Hôpital qui a fondé c'est One Right Time, le fonds qui œuvre pour ça. En fait, le sujet du financement, il est clé. C'est le nerf de la guerre, quoi. Tout simplement. Ouais. Le temps qu'on trouve vraiment son modèle économique. Moi, je suis très heureuse grâce au travail avec mes équipes, avec ma responsable administrative et financière, avec Solène, etc. On vise à la rentabilité de Circle d'ici l'année prochaine. C'est bien. Hein. Mais heureusement qu'on a eu des gens qui ont investi dans notre boîte au début. Ouais. On n'en serait pas là aujourd'hui sinon. Circle, tu le vois où dans 10 ans? Circle, dans 10 ans, j'espère surtout, avant toute chose, que ce sera la plus grande famille qui existe, dédiée à l'écologie positive et joyeuse. Ah, c'est bien ça, c'est un beau message. C'est parfait. Voilà. Ouais. T'aimerais quand même les voir un peu sur tous les balcons aussi en France Ah. Mais surtout cet écosystème, quoi. Ouais, je pense qu'il y a plein de sujets autour de la transition écologique. Moi, c'est un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Changer avec le climat, écrit par Bernard Farinelli, pendant le confinement, où il dit, en fait, évidemment, on le sait tous, là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, on est chacun des êtres singuliers et différents. C'est compliqué de dire quelqu'un, tu vois, dans mes équipes, il y en a qui vivent en dehors de Lyon, de leur dire vous prenez le vélo, et puis parfois, sur le sujet des transports, par exemple, elles doivent encore au moins prendre leur voiture sur un bout du trajet avant même de prendre un train plus le vélo. Mais donc, elles, dans leurs habitudes, c'est compliqué de faire un virage à 360 là-dessus. Mais peut-être qu'elles ont choisi un autre sujet pour s'engager dans leur transition écologique au quotidien, qui va être
les vêtements, l'alimentaire. En fait, on peut tout changer. Ouais, mais on peut Mais pas faut être parfait choisir. de toute façon là-dessus, quoi. C'est impossible. Et puis c'est chiant le parfait, non? Bah ouais, c'est super chiant. Enfin, c'est impossible. Et puis les donneurs de leçons c'est impossible. Il faut au moins essayer à sa petite échelle, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et donc, je pense qu'en effet, la transition écologique, elle se fait étape par étape. Mm. Et donc, moi, le sujet qui m'a le plus touchée, parce que j'ai été encore une fois émue, hein, c'est vraiment la beauté du vivant qui m'a émue, et le fait de prendre du plaisir avec mes enfants et de me poser, de lâcher mon téléphone, d'être les mains dans la terre, en fait, Ouais. merveilleux. Et c'est pour ça que j'ai choisi le sujet de la nature au démarrage. Mais je dis pas que demain, il n'y aura pas d'autres sujets sur lesquels j'aurais envie moi-même d'avancer dans la transition écologique. Mm. Tu penses que c'est quoi le fil conducteur de toute ta vie? Les autres? Les autres. Ah, les rencontres, bien sûr. Je me sens toute petite, en fait, dans cet écosystème, justement. Et si j'ai réussi à avancer étape par étape au fur et à mesure, c'est toujours parce que autour de moi, il y a eu des gens qui étaient plus qualifiés, plus experts, plus engagés. Mais je crois que j'aime profondément les autres. J'adore me mettre à table, tu l'as compris. J'ai entendu ça, ouais. Faudrait qu'on aille manger ensemble quelque part un jour. Ah bah, avec grand plaisir. J'appelle Christian parce que je suis sûre Avec grand sera plaisir. fan de ton projet. Ah ouais, ouais, j'adorerais, ouais. Et puis sur sa terrasse, sur son parking, il y a beaucoup de plantations. Ouais, bah c'est hyper intéressant. Et donc j'ai envie de dire, il y a deux manières qu'on se rencontre. C'est soit on va courir ensemble, voilà, tous les lundis matins, voilà, s'il y en a qui veulent courir avec moi, avec grand plaisir. Et surtout, c'est moi qui ai envie de courir avec vous pour apprendre de vous. Et deux, c'est autour d'une bonne table. Ok. Merci Marie. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu tout ce que tu fais sur tous tes projets, sur Circle où est-ce qu'on retrouve un peu tout ça? Il faut que j'écrive un livre. Il faut que tu écrives un livre, ouais, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas. Non, sur Circle, vous pouvez nous suivre d'ores et déjà sur Instagram, qui est là où on a commencé. Donc Circle, CEERCLE.eu, parce qu'on est européen et fiers de l'être. Vous pouvez surtout venir nous voir ici, dans notre ferme Lombricole, qu'on va ouvrir de manière ponctuelle au grand public pour animer des ateliers de sensibilisation au lombricompostage et au jardinage en ville, des ateliers qui vont être ludiques, pédagogiques et gourmands. Trop cool. Voilà. Et puis, ceux qui veulent venir voir nos vers de terre en vrai de vrai, on est à 5 minutes de Lyon. Venez prendre l'air ici. Donc on vous envoie un petit message et si on a envie de visiter, c'est possible. Ouais, on organisera ça avec plaisir. Et puis après sur notre site internet. Et alors non, parce que je vais me faire gronder par les plus jeunes talents de mon équipe. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Mais ça, je suis pas très forte. Mais ça, c'est Lola qui gère ça chez nous. Donc voilà. Okay. Sur TikTok, sur LinkedIn aussi, tu es pas mal active? Ouais, bien sûr. En fait, parce que quand même, c'est important. Nous, on vend essentiellement en direct aux particuliers, mais avec la loi AGEC qui impose le tri des biodéchets à la source à tous les foyers français, cette responsabilité émane aux collectivités. La métropole de Lyon a mis en place plus de 2500 bornes en pied d'immeuble. Ouais. C'est formidable pour adopter cette compost attitude. Moi, je pense que les solutions, elles sont complémentaires, que c'est bien d'avoir ces bornes en pied d'immeuble, mais qu'il y a énormément de déchets. 30% de nos poubelles qui peuvent être valorisées directement chez nous, dans nos cuisines. Ouais. Et donc, que ce soit Circle ou pas Circle, je m'en fiche, mais vous pouvez tous lombricomposter à la maison. Bon, bah parfait, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Marie. Merci.